Chers auditeurs, je pense qu'on revient sur notre plateau après avoir écouté cette direct. Et comme il est de coutume, on va prendre les avis de nos différents invités. Nous allons commencer par notre invité d'honneur, parce qu'il faut reconnaître quand même que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit sur notre plateau un invité de ce niveau. Donc, monsieur Cavalieri, vous avez effectivement écouté cette direct. Quel est votre avis à chaud? Qu'est-ce qui ne vous arrange pas? Ou du moins, qu'est-ce que vous pensez sincèrement de cette direct? Merci d'abord de m'avoir invité et merci de me donner l'occasion de réagir. Alors, je ne sais pas qui a commis ce tir direct. Il remue, ça c'est sûr. Il fait réagir. Je crois qu'il y a beaucoup de généralités là-dedans. La question des réfugiés est une question très complexe. Il y a 20 millions, 60 millions de personnes déplacées, 20 millions sont des réfugiés, des dizaines de millions sont des déplacés à l'intérieur des frontières, sur des dizaines de pays à travers le monde, sur tous les continents, donc avec des causes très multiples qui ont à voir avec les conflits, la mauvaise gouvernance, les guerres, les persécutions, et les causes de ces persécutions sont multiples. Donc ce sont des questions complexes qu'il faut examiner avec calme et honnêteté. Je crois que, avec tout le respect que je dois au tireur de ce tir direct, je dirais puisqu'on est ici pour parler franchement et sans langue de bois, Oui. je crois qu'il y a un peu de démagogie de là-dedans et beaucoup de généralité. Lorsqu'on parle des camps de réfugiés, c'est clairement quelque chose de particulièrement délicat, mais il faudra encore savoir de quel camp on parle. Il y a des camps qui sont très bien gérés, où il y a suffisamment de ressources. Ce sont ceux où, en principe, les ONG sont investies, où le gouvernement prend sa pleine part, où les réfugiés eux-mêmes se sont impliqués dans la gestion des camps. Et il y en a qui sont sous-financés, notamment en Afrique, qui sont mal lotis et où il y a des problèmes effectivement de maladie. On ne peut pas généraliser comme ça. Et je crois qu'il faut, chaque situation est particulière, de même que de traiter MDM, Médecins du Monde et Médecins sans frontières, d'ONG non humanitaires qui se sucrent Oui, sur l'industrie de la guerre. l'industrie de la guerre. Je trouve que pour le moins c'est abusif. Enfin, elles sont pas là pour se défendre. Et il faudra encore expliquer en quoi c'est le cas. Si vous avez remarqué, pour peu que, enfin, vraisemblablement la personne n'est pas nécessairement journaliste, mais pour tout journaliste digne de ce nom qui suivrait les nouvelles, on voit le travail magnifique que fait par exemple MSF en Méditerranée, Médecins sans frontières, en complémentant, si ce n'est en suppléant, les flottes nationales pour sauver non seulement des réfugiés, mais des migrants, des personnes en détresse sur les mers. Et donc c'est une initiative privée, spontanée, et je ne vois pas en quoi ça entretient la guerre. De même que le travail de Médecins du Monde ici, qui apporte pour parler du Maroc, mais c'est une ONG qui opère sur de nombreux pays, qui opère, qui donne une assistance humanitaire ici dans des lieux difficiles, hein, aux confins des villes, dans le nord, dans l'oriental, mais aussi, mais pas seulement, dans notre ville du Maroc qui accueille des migrants et des réfugiés. C'est un travail remarquable d'assistance humanitaire et médicale à un moment où le gouvernement lui-même marocain, qui s'est lancé dans sa stratégie nationale d'immigration et d'asile, n'a pas encore ramédiser en quelque sorte les réfugiés et les migrants. Donc là, il y a une assistance qui vient en complémentarité, en l'occurrence de la part de MDM, et l'accusé d'être un instrument de guerre, enfin, ça me paraît pour le moins abusif, si ce n'est totalement incorrect. Non, mais je pense qu'il y a la réalité, malheureusement, elle est très très complexe. Et ça ne rend service à personne que de la simplifier à outrance et de jeter à l'anathème parce que je crois que c'est pas comme ça qu'on peut avancer et résoudre ces questions qui, encore une fois, méritent toute l'honnêteté et tout l'effort de toutes les parties. Et toutes les parties, c'est les gouvernements, c'est la société civile, ce sont les organisations internationales, etc. Ok, très bien. Je pense que c'est clair, hein, votre avis est clair. Vous n'avez pas aimé cette direct et c'est votre droit aussi. Donc, je pense qu'on va prendre l'avis également de M. Mohamed Moyo et puis tout juste après, on reviendra sur vos interventions pour partager et puis échanger. Alors, Mohamed Moyo, après avoir écouté cette direct, quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes aussi choqué comme Monsieur Jean-Paul Cavalieri, notre représentant du ACR, qui nous a fait l'honneur d'être là? Du moins, quel est votre avis en fait?
Personnellement, je dirais qu'il y a certaines vérités qui ont été dites, hein, peut-être avec en des termes crus. Mais là où j'ai été également choqué, c'est le parallèle établi entre certaines organisations citées comme le HCR, Médecins sans frontières, et le fait qu'il n'avait rien d'humanitaire. Il faut le dire, quand on parle de l'humanitaire, il est question des organisations qui apportent de l'aide aux gens qui sont dans le besoin. Et en parlant par exemple de réfugiés, il faut reconnaître que le HCR fait ce qu'il peut pour pouvoir apporter des réponses aux problèmes qui sont parfois extrêmes, hein, que pose la question du réfugié. Donc il faut apporter de solutions à des problèmes qui sont très souvent récurrents et complexes. Je pense qu'il faut, à un certain niveau, reconnaître le mérite, par exemple, au HCR, de tenter de faire ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des solutions aux problèmes de réfugiés. Bien entendu, tout ne se passe pas comme on le souhaiterait. Il y a des problèmes. Et je crois qu'il faut, par rapport à ces problèmes, discuter, créer, susciter le débat et discuter de façon objective. Et il faut absolument, par rapport au HCR, poser des problèmes qui sont objectifs, de sorte que on puisse arriver à trouver des solutions plutôt qu'à jeter l'opprobre ou l'anathème. Voilà. Alors très bien, Monsieur Parfait Chungouré, votre avis après avoir écouté cette direct? Après avoir écouté le petit direct, je dirais que il y a des choses qui peuvent être prises comme un cri de révolte de certains des réfugiés ou des gens qui sont en situation de précarité, qui se demandent pourquoi on est dans des problèmes jusqu'à aujourd'hui personne ne vient pour nous aider à résoudre les problèmes qui sont les nôtres, comme des problèmes de malnutrition, saleté, tout ça, qui peuvent causer même des maladies graves. Moi, je parle en tant que celui qui a connu de près ce qu'on appelle la guerre, et la guerre totale à mon âge, à 5 ans. Je crois que c'est des situations auxquelles on peut dire oui. C'est vraiment, il faut que les gens fassent quelque chose, il faut que ça aille plus vite, il faut que. Ouais, cependant, je vais rentrer dans ce que disaient les autres invités. On ne peut pas non plus généraliser en disant que toutes ces organisations ne font pas un bon travail. Il faut quand même reconnaître que il y a des choses qui sont faites, que parfois en cas extrême, ils sont les seuls à être sur le terrain, à risquer même parfois leur vie, et surtout à faire comme ils peuvent. Parce que moi, je me rappelle que de mon jeune âge, on associait beaucoup les mots comme HCR aux tentes, jusqu'à ce que même dans la langue dont on parlait, c'est les tentes en plastique, c'est les tentes de HCR. Ou même les biscuits, c'était des biscuits MSF. On parlait aussi de l'huile de cuisine, c'était l'huile USAID, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui marquent, mais qui montrent qu'il y a quand même, quand il n'y a plus personne qui est là pour aider, il y a des gens qui pensent à faire quelque chose. Et cela mérite qu'on les dise merci et bravo pour ce que vous faites, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à améliorer, mais on est conscient du fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis voilà. Ok, très bien. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne conclusion. La différence qu'il faut également quelques-uns qui vont insister pour que les choses s'améliorent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vais revenir sur M. Cavalieri. On va prendre 5 minutes dans les généralités. Tantôt, vous avez effectivement dit que, bon, voilà, à un moment donné, peut-être que dans le titre, il y a un peu de démagogie. Mais moi, je veux revenir sur la question, par exemple, d'un camp qui n'est pas très loin d'ici, c'est le camp de Tindouf, où effectivement, on sait que depuis 40 ans, ce camp-là est installé. Ce camp, il n'y a pas d'accessibilité pour le ACR. On ne comprend pas très bien ce qu'il y a derrière. Alors, vous qui travaillez au Haut Commissariat aux réfugiés, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui se passe de ce côté? Je crains que pas. Alors là, puisqu'on parle de tir direct, je vais moi-même botter en touche. Parce que il se trouve que le bureau du HCR ici, au Maroc, ne couvre pas l'Algérie et ne couvre pas non plus le Sahara. Le HCR a un bureau à Laayoune, oui, mais qui répond directement à Genève.
Et donc le bureau de Rabat ne couvre pas ces régions-là. Ceci dit, moi ce qui m'intéresserait, c'est surtout de parler de la situation, non pas hors du Maroc, si ce n'est en termes généraux, on peut en parler bien entendu. Oui. On a parlé des camps de réfugiés, etc. Mais je suis prêt, étant le représentant de HR pour le Maroc, mon travail c'est ici d'essayer avec les autorités, avec tout le monde, de travailler pour les réfugiés ici au Maroc, pour leur protection et pour trouver des solutions durables. Alors, pour autant que je serai, voilà, pour autant que je botte en tout, je suis malgré Ok, tout très prêt bien. à Mais travailler sur c'est un sur des sur deux le Maroc. également. Je voulais savoir, par exemple, quand on parle des traitements qui perdurent dans les camps des réfugiés, on voit effectivement que dans certains pays, ça ne s'arrête pas. Il y a par exemple des camps de réfugiés dans des pays comme par exemple le Cameroun. Et bon, c'est vrai que le traitement des réfugiés au Cameroun est un peu différent parce qu'après le réfugié peut sortir du camp, il peut travailler, il peut faire ce qu'il veut. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On sait plein de pays effectivement dans lesquels les réfugiés sont obligés d'être confinés dans les camps. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se déployer comme ils veulent. C'est des prisonniers, on a l'imposition de pris en otage. Bon, alors du coup, quand on dit effectivement que ces gens sont un instrument, ils ne sont effectivement qu'un instrument de cette guerre, et donc du coup, qui profitent, peut-être que ça vous dérangerait, parce que c'est le ACR qui va profiter, c'est eux qui vont avoir les financements. Bon, c'est pas comme pour dire qu'ils se mettent plein dans les poches, mais pour que ces organismes existent, il faut qu'il y ait des problèmes, on a l'impression. D'accord. Alors, d'abord, la position du HCR n'est pas en faveur des camps. Ouais. Ça va peut-être vous surprendre, mais je crois que la meilleure solution pour les réfugiés, dans la mesure du possible, c'est l'intégration au sein de la population. Les camps, ça existe dans des pays qui ne permettent pas aux réfugiés la liberté de mouvement qui est par ailleurs garantie dans la Convention de Genève, n'est-ce pas, de 1951, comme vous savez, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un des articles clés de la Convention de Genève, c'est la liberté de mouvement. Euh, Bien évidemment, lorsque des États ne veulent pas que les réfugiés soient librement circulent dans la population ou qu'ils ont des soucis de sécurité, etc., ils souhaitent confiner les réfugiés dans des camps, on est obligé, nous HCR, autres organisations internationales, les ONG, etc., de travailler avec cette réalité-là. Mais ce n'est jamais le choix premier du HCR. Parfois, ça peut être nécessaire dans un premier temps d'urgence. Je me rappelle lors de la crise du Kosovo, j'étais moi-même déployé en Albanie. On se retrouve avec 500 000 réfugiés. C'est clair que là, il fallait prépositionner les camps avec de l'infrastructure, des tentes de santé, des tentes médicales, de l'eau, de la nourriture, etc., pour accueillir ces familles qui arrivaient en voiture, à pied, en tracteur, etc. Mais dans le deuxième temps, l'idée, c'est de ne pas fixer les populations dans les camps. Alors pourquoi la chaire n'est pas en faveur des camps? Parce que d'un côté, ça peut être facile au niveau logistique, on amène tout au camp, mais d'un autre côté, ça pose tout un tas de problèmes de protection, on le voit dans tous les exemples que vous avez mentionnés. D'abord, ça peut, si c'est fermé, limiter la liberté de mouvement. On voit invariablement des questions de protection qui sont liées à ça, c'est-à-dire certains groupes qui essaient de prendre le dessus, l'exploitation des femmes et des enfants, des cas de prostitution, des cas de trafic. Le problème de la militarisation des camps peut être réel, surtout si ces camps ne sont pas suffisamment loin de la frontière et que de l'autre côté de la frontière il y a un conflit. Euh, Parfait mentionner le cas du Rwanda, Ouais. malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans beaucoup d'autres pays. Donc les camps, c'est jamais la situation idéale. Alors pour le HR, l'idée, c'est que les réfugiés puissent être autonomisés. Et voilà, c'est une autre question à laquelle on reviendra tout à l'heure. Ok, très bien. Donc, vous, Monsieur Momen-Boyo, il faut reconnaître que d'autre part, vous êtes vous-même un originaire du Congo et que le Congo aujourd'hui est effectivement et reste l'un des pays dans lequel la question de la crise des réfugiés est une question qui est, elle est centrale parce que les guerres ne s'arrêtent jamais. Les hauts commissariats aux réfugiés ou bien les Nations Unies ne partent pas. Les hommes sont toujours armés et il n'y a pas de solution. Votre point de vue quant à cette pérennisation des vulnérabilités? Ben, par rapport à la situation en République démocratique du Congo, qui est mon pays, je voudrais juste dire que le problème est on ne peut plus crucial parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu. Mais il est de dire que la communauté internationale a pris à bras le corps le problème
et qu'au niveau des Nations Unies, on tente de faire en sorte que, dans un bref délai, que ces guerres-là cessent, que ces conflits également, surtout interethniques, s'arrêtent. Mais il convient de dire que ce n'est pas aussi aisé. Le Congo-Kinshasa, c'est quasiment un continent, c'est 2 345 000 km². Il y a toute une difficulté pour régler de problèmes qui sortent de partout dans un tel pays. Vous avez un fort déploiement de casques bleus des Nations Unies. Ces gens-là essayent de faire ce qui est nécessaire, mais ce n'est toujours pas facile parce que chaque matin, un petit groupe s'arme et tire sur tout ce qui bouge. Pour quels intérêts, en fait? Ici, il s'y de dire que, du point de vue géostratégique, le Congo-Kinshasa est un pays qui est au cœur de l'Afrique déjà. C'est un pays extrêmement riche en termes de matières premières. C'est donc de la prédation économique. Bien entendu, il y a la prédation économique, mais au-delà, il faut comprendre qu'il y a le jeu des intérêts des nations. Parfois, certains conflits économiques peuvent se déplacer dans un autre pays, mais je voudrais, pour rester objectif, penser tout simplement qu'il y a eu une période de déstabilisation et que bientôt il y aura une solution, parce que on a déjà les Nations Unies, la France, les États-Unis qui ont pris position pour, par rapport à la crise politique, qu'il y ait nécessairement une alternance. Parce que c'est-à-dire qu'il y ait des élections. Le problème vient donc de l'alternance alors. Le problème vient de la politique du régime en place. Le problème est politique, d'abord, de politique interne. Avant de regarder les autres, il faut que nous nous regardions nous-mêmes. Ce que nous faisons, c'est que nous posons comme acte. Il y a d'abord des problèmes qui sont d'ordre interne, la pratique politique, et surtout, je dirais, la cohabitation entre les Congolais. Tout ça, pendant longtemps, ça a été géré d'une certaine façon, et il est arrivé à un moment donné où on ne pouvait plus contenir, je dirais, certaines rivalités au niveau ethnique, et surtout, je dirais, l'inadéquation qui existait entre la vie de population et les richesses du pays. Vous avez des populations qui sont extrêmement pauvres, alors que celles-ci vivent pratiquement sur un trésor. Donc c'est des choses qui ont provoqué tout ce que nous vivons aujourd'hui, de conflits, et même, je dirais, dans une certaine mesure, une certaine méfiance entre le peuple et les dirigeants. Donc tous ces problèmes doivent être redressés. D'accord. Mais il ne faut pas forcément accuser l'extérieur. Bien entendu, la prédation économique est une notion que l'on ne peut pas écarter lorsqu'on analyse des situations comme celle en Syrie, comme en Libye. On ne peut pas écarter cette notion, mais il faut éviter de pointer du doigt sur les autres. Il faut d'abord commencer soi-même par résoudre les problèmes que l'on a créés. Les Congolais sont responsables dans une certaine mesure d'un certain nombre de problèmes qu'ils vivent. Et c'est ici le lieu pour moi, Congolais, par exemple, d'appeler la communauté internationale à accompagner le processus de démocratisation, parce que là où il y a quand même la démocratie, les gens vivent mieux. Ok, très bien. Alors, Monsieur Parfait Sengouré, pour finir nos 5 minutes de généralité, la pérennisation des vulnérabilités, un outil de guerre pour les organismes en charge des réfugiés. En fait, moi je dirais que y a une preuve chez nous qui dit que là où des gros éléphants se battent, c'est l'herbe qui périt. Et donc je crois que ni à Genève ni à New York, personne ne s'assoit pour dire cette façon on va faire un petit plan
pour faire souffrir les Congolais, ou je sais pas, ou les Ivoiriens, pour créer des camps par-ci par-là. Je crois que ce qui arrive, même le HCR au niveau du Maroc, il ne prévoit pas qu'il y a une foule de personnes qui vont venir de tel pays pour qu'ils soient intégrés, parce que ça arrive spontanément à cause de deux gros éléphants qui se battent, même 3 ou 4, 5, et puis les réfugiés se retrouvent pris dans cela. Ce qui fait que je dirais que, comme disait Mohamed Mboyo, les problèmes de réfugiés commencent d'abord au niveau des États. Et il faut essayer de les régler là-bas pour que le HCR vraiment n'intervienne qu'en des cas, ou bien d'autres organismes, en des cas extrêmement compliqués où tous les États sont fatigués. Parce que moi je dirais aujourd'hui, voir quelqu'un quitter le Congo, il dépasse le Cameroun, il arrive jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai problème qu'il faudrait régler dans toutes les étapes traversées, afin que le problème de réfugiés soit simplifié. Et puis en plus, je finis en disant vraiment merci pour tout le travail que tous ces organismes font. On ne peut que souhaiter qu'ils continuent d'aller de l'avant pour résoudre les problèmes de sans-abri, de sans-asile, de sans-patrie. Très bien, merci Monsieur Parfait. Nous allons revenir sur Monsieur Jean-Paul Cavalieri. C'est lui qui est notre invité spécial aujourd'hui. Nous allons profondément parler, parce que je pense que j'imagine que nos auditeurs qui sont réfugiés ou bien demandeurs d'asile ont effectivement hâte de mieux comprendre le fonctionnement